Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Opinion consacrée aujourd'hui à la Tunisie et à Internet. Quel a été le rôle d'Internet dans cette révolution tunisienne? On a beaucoup dit que cette révolution n'aurait pas eu lieu, ou en tout cas n'aurait pas eu lieu aussi vite s'il n'y avait pas eu Internet et en particulier les réseaux sociaux. Qu'en est-il exactement? Est-ce que Facebook a contribué au déclenchement du mouvement ou seulement à sa propagation? Et puisqu'on parle d'Internet, est-ce que c'est vraiment une coïncidence si cette révolution a eu lieu quelques semaines après les révélations de Wikileaks, quelques semaines après qu'on découvre noir sur blanc ce que les diplomates américains pensaient vraiment du régime Ben Ali? Pour aborder toutes ces questions, nos deux invités sont Leila Darkly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes franco-tunisienne et vous êtes justement spécialiste de l'histoire des médias arabes. Et avec nous également Fabrice Epelboin. Bonjour. Vous êtes éditeur du blog Read Write Web, qui est un blog spécialisé dans les impacts sociaux et politiques d'Internet. Alors, on va essayer de décortiquer ce phénomène des réseaux sociaux en Tunisie, en ne perdant pas de vue le fait que les gens qui nous regardent ne sont pas tous forcément des familiers de toute la technologie de Facebook, etc. Mais Leila Darkly, justement, au début, c'était justement des gens qui ne connaissaient rien à Facebook et qui ont finalement un petit peu déclenché ce mouvement. Tout au début, je ne pense pas que c'était ceux qui ne connaissaient pas qui ont déclenché. Il faut savoir déjà que bien avant le déclenchement de la révolte, les Tunisiens étaient particulièrement présents sur Facebook, en proportion par rapport à la capacité d'accès à l'information en Tunisie. Facebook était devenu le lieu où on pouvait recevoir des informations, pas uniquement politiques d'ailleurs, et donc échanger. Enfin, c'était déjà un espace de liberté. Donc, 1,5 million d'abonnés Facebook en Tunisie à peu près. Oui, voire un peu plus, selon certaines. Et probablement plus depuis un mois. Sans compter tous ceux qui, de la diaspora, envoyaient les informations. Sur une dizaine de millions d'habitants au total dans le pays. Au début, revenons vraiment tout à fait au début, l'immolation de ce jeune homme à Sidi Bouzid. À partir de quel moment cet événement local devient un événement global grâce aux réseaux sociaux? Très très vite. Très très vite, il faut ajouter Twitter à Facebook, qui aussi a une capacité de réactivité encore plus grande. Mais on a vu très vite arriver l'information, s'amplifier des petites vidéos, des petites choses comme ça sur les manifestations qui avaient lieu à Sidi Bouzid. Et puis, je dirais que, bon, évidemment, c'est devenu vraiment massif lorsque le jeune homme, donc Mohamed Bouazizi, est mort, et qu'ensuite les manifestations se sont amplifiées. Alors, vous parlez des petites vidéos. Regardez, on a sélectionné sur Internet une petite vidéo qui a été très largement reprise sur YouTube, sur Facebook, et qui a probablement beaucoup contribué. On regarde ces images. C'était le 12 janvier, à 12, dans le sud du pays. C'était ce professeur franco-tunisien, Atem Bentar. Vous voyez, ce sont des images amateurs. Elles sont tournées comment, ces images? Très vraisemblablement avec un smartphone. C'est très très à la mode là-bas, tout comme ici. Vous avez des dizaines ou centaines de millions de personnes qui ont un smartphone tout à fait en mesure de tourner de la vidéo. Image terrible. Image terrible, donc prise avec un téléphone et postée sur Facebook. Comment ça se passe techniquement? C'est très facile à faire, ça. C'est très simple à faire. C'est extrêmement simple à faire et ça a été fait de façon prolifique jusqu'au moment, à peu près au milieu du mouvement, où Ben Ali a censuré la fonctionnalité permettant d'uploader de la vidéo sur Facebook et où les hackers se sont mis à exfiltrer de la vidéo pour eux-mêmes les réuploader et les mettre à disposition du public. C'est ça. Donc là, vous parlez déjà de la réaction du gouvernement tunisien qui n'est pas resté insensible à la propagation de ces images. Mais restons un instant sur ces images. On dit que c'est Facebook qui a fait la révolution. Mais est-ce que c'est pas plus particulièrement les vidéos sur Facebook? En d'autres termes, les gens sont sensibles au texte, aux informations certes, mais beaucoup plus aux vidéos. Très sensibles aux vidéos, mais malgré tout, les gens parlent beaucoup sur Facebook. Et Dieu sait que les Tunisiens sont bavards quand ils parlent sur Facebook. Donc, c'est un mélange des deux. Les vidéos ont certainement incité les gens à avoir des conversations sur les vidéos, ce qui a incité ces mêmes gens à remettre d'autres vidéos. Et au final, on va se retrouver à avoir un phénomène vraiment révolutionnaire qui va être excessivement documenté par de la vidéo. Je pense à nawat.org qui a très très largement collecté et rassemblé ces vidéos. Moi, j'ai une question un peu technique pour les gens qui nous regardent et qui sont peut-être pas dans les grandes capitales, là où l'Internet est très rapide. Est-ce qu'on peut mettre facilement, de plus en plus facilement, une vidéo sur Internet, ou alors il faut une liaison rapide? Mais en Tunisie, vous avez une infrastructure Internet de très haut niveau qui
qui est assez comparable à ce qu'on avait en France il y a quelques années. Enfin, ils sont d'un niveau qui est occidental en termes d'infrastructure Internet. Vous avez des diplômés du supérieur en matière d'informatique à foison, au point qu'on les retrouve dans la rue en train de vendre des fruits à défaut d'avoir du boulot. Je voudrais simplement ajouter quelque chose parce qu'il y a la vidéo, mais il y a un phénomène qui pour moi est très important en tant que Tunisienne, c'est-à-dire que être sur Facebook en tant que Tunisien, c'était encore un lieu de méfiance. Jusqu'à il y a très peu de temps. Et donc on faisait attention à ce qu'on disait. On faisait attention à pas non plus mettre en danger d'autres gens, pas se mettre soi-même en danger pour pouvoir rentrer voir la famille, etc. Donc pour moi, un des événements les plus marquants sur Facebook, en plus des vidéos, ça a été le fait que les gens se sont dévoilés. On a vu passer là à l'image ces photos de statues qui se sont modifiées au fil de la Révolution. À la place des photos, on a vu des drapeaux noirs en deuil, des drapeaux en sang, puis ensuite des Ben Ali dégage, puis maintenant des RCD dégage, etc. Donc il y a des façons d'afficher son adhésion au mouvement qui, à mon avis, ont beaucoup contribué, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, à une libération de la parole et à partir de là, effectivement, des échanges sur qu'est-ce qu'on peut faire, des techniques, toutes sortes de choses qui ont pu s'échanger sur Facebook. Si les gens ne se sentaient pas libres, parce qu'ils se sentaient surveillés sur Facebook. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'est senti moins surveillé? En d'autres termes, comment est-ce que le gouvernement tunisien a géré ça? Il y a quand même des pays, on pense à la Chine en particulier, où il y a des exemples très précis, où lorsqu'il y a des émeutes ou des événements dont le gouvernement ne veut pas qu'ils soient diffusés, ils ne sont pas diffusés. Pourquoi est-ce que le gouvernement tunisien soit n'avait pas les moyens, soit n'avait pas la volonté de fermer tout ça? Excusez l'expression, mais... Je ne peux pas répondre à la question des moyens. Je pense qu'ils ont essayé. La volonté, à mon avis, ils l'avaient. Mais les choses s'étaient installées depuis un certain temps. Il y a quelque temps déjà, ils avaient essayé de fermer Facebook et ils ne l'ont pas fait. Il faut vraiment se dire que les gens qui sont sur Facebook sont aussi des gens dont le pouvoir avait besoin. C'est-à-dire c'est les forces vives de la nation d'une certaine manière. On ne pouvait pas complètement arrêter, censurer. Et ça provoquait forcément de toute façon l'afflux de tous ces gens dans la rue. Parce que quand même la révolution s'est passée dans la rue. Je tiens à le redire ici. C'est important. C'est un gouvernement qui aussi avait beaucoup insisté sur l'éducation. Et ce sont les gens éduqués qui sont plutôt enclins à aller sur Facebook. À ma question de savoir pourquoi et comment le gouvernement n'a pas réagi plus fort. Le gouvernement a réagi vraiment fort. Il y a une police de l'internet. Il y avait une police de l'internet en Tunisie qui est extrêmement agressive, particulièrement vicieuse, dans laquelle nous on est rentré chez Read Red Web il y a un an en pensant avoir affaire à des islamistes et pour s'apercevoir qu'en fait c'était des policiers qui jouaient aux islamistes pour terroriser la population. Et on les a complètement mis à découvert. Et ça. C'est-à-dire que sur Internet, vous pensiez avoir affaire à des islamistes et en fait vous vous êtes rendu compte que c'était des agents de l'État qui se faisaient passer pour des islamistes. Absolument. Une affaire montée de toutes pièces par des agents de l'État pour faire croire à la population à la présence massive d'islamistes très agressifs sur Facebook et les terroriser littéralement. Donc ils sont quand même très sophistiqués. Il y a des techniques de community management, comme on dit chez les professionnels, qui sont stupéfiantes, parce que c'est vraiment au niveau d'un pays tout entier. Il s'agit de terroriser 1,6 million de Tunisiens, c'est pas rien. Et le tout avec des forces qui finalement sont pas si conséquentes. On les estime entre 600 et 1000 individus, avec des renforts du RCD. Mais malgré tout, arriver à terroriser 1,6 million de personnes avec aussi peu de ressources, ça demande quand même une certaine ingénierie sociale. Donc ça, c'est la manipulation. Mais est-ce qu'il y a des moyens techniques de baisser les débits, de fermer, d'interdire? Il y a des moyens techniques de baisser les débits, de trier ce qui passe dans les tuyaux, très sophistiqués. Il faudra remonter aux complicités parce que c'est certainement pas des moyens techniques que les Tunisiens ont développés par eux-mêmes. Ils ont eu des complicités de la part de grands noms de la technologie, de la même façon que, en son temps, IBM a assisté le régime nazi pour la Shoah en informatisant la Shoah. Il y a eu ce même genre de complicité technologique et il faudra faire des enquêtes. Il faudra obtenir la vérité sur ces complicités technologiques qu'il y a eu pour tout ça. Les Tunisiens possédaient des capacités de hacking relativement sophistiquées cet été. Là récemment, ils se sont fait découvrir avec des techniques de hacking beaucoup plus compétentes. On ne sait pas encore très bien si c'est des techniques qu'ils ont intégrées eux-mêmes dans leur savoir-faire, s'ils ont outsourcé ça sur des mercenaires externes, mais il y a une montée en puissance ces dernières semaines qui est spectaculaire. Donc si je comprends bien, le choix était quand même assez sophistiqué. C'est pas on va faire de la grosse censure bête et méchante, on va fermer. On essaie plutôt de profiter du système et d'y rentrer. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché.
C'est bien ce que je vous disais. C'est parce qu'aussi il y avait des gens dans la rue. Et parce que là, je crois que... Bon, il faut dire aussi que l'histoire, y compris de la censure d'Internet en Tunisie, est une histoire longue maintenant. Commence à être longue. Hein. C'est un des pays où la dissidence sur Internet s'est développée très tôt. Hein. Dès que Internet est entré en Tunisie, il y a eu des hackers, des blogueurs, des militants qui se sont emparés de cet outil. Donc c'est une sorte de guérilla souterraine qui dure depuis longtemps et chacun a affûté un petit peu ses armes. Et puis, encore une fois, c'est pour ça que je pense que c'est important cette massification, c'est-à-dire que des gens qui n'avaient pas forcément les compétences, mais qui s'étaient emparés de l'outil, se sont vite adaptés, ont réussi à contourner. Alors, moi, je me souviens de mots d'ordre qui passaient de jamais se déconnecter, sous peine de plus y arriver. Finalement, se contenter aussi de petites choses, faire du copier-coller sur des titres dont on est sûr que ça va passer pour que simplement l'information arrive. Enfin, ce genre de choses, ça, c'était pas possible à bloquer. On y va progressivement quand on pense que c'est dangereux. Vous êtes spécialiste de l'histoire des médias dans le monde arabe en général. Oui. Évidemment, la question suivante, c'est est-ce qu'il y a d'autres pays arabes où l'usage de Facebook, des réseaux sociaux, puisque vous semblez dire qu'il était un peu préexistant à la révolution en Tunisie, l'usage de Facebook et des réseaux sociaux peut laisser penser que des mouvements sociaux peuvent être déclenchés de la même façon. Oui, enfin moi je pense tout de suite à l'Égypte, qui est un pays où il y a déjà eu des affaires assez importantes autour de Facebook, autour de petites vidéos qui ont circulé, en particulier sur des viols de jeunes femmes. Il y a eu déjà aussi des militants emprisonnés à cause de ce qu'ils avaient fait circuler sur les réseaux sociaux en général. Oui, bien sûr. Je veux dire, moi je dis souvent aux gens, je suis spécialiste de la Syrie à l'origine. Mes amis sur Facebook, les premiers que j'ai eus, ça a été des Tunisiens et des Syriens. Et c'est pas un hasard, parce que c'est les deux pays où c'était fermé. L'Algérie aussi, il y a beaucoup d'activités sur Internet. Oui, bien sûr. Tous les pays arabes sont plus, mais beaucoup moins en Algérie en tout cas à ma connaissance, qu'en Égypte ou en Syrie. L'Algérie a un réseau Internet qui est comique, d'une qualité ridicule. Là, on revient à la technique. On revient à la technique. La Tunisie est l'un des pays les plus connectés d'Afrique. Il y a c'est vraiment tout le monde est sur Facebook pour un pays africain. On n'est pas non plus en Suède, mais c'est extrêmement connecté. Si on part du principe que Facebook a déclenché la révolution, normalement ça devrait pas se propager. Il y a très peu de pays en Afrique qui ont ce niveau de connectivité. Le seul pays qui est candidat à un passage de mécontentement sur Facebook vers des émeutes, c'est la France. Si on part du principe que finalement, certes, il y a eu un creuset révolutionnaire dans Facebook, mais que malgré tout, il y avait quand même des vraies raisons de se soulever et qu'il n'y a pas eu de conséquences directes. Dans ce cas-là, tous les pays du Maghreb sont à risque. Et effectivement, l'Égypte, nous, on a 2 correspondants sur place. Quand on leur a dit, mais vous pouvez écrire sur ce que vous voulez, l'Égypte est arrivée. Une description très très intense de l'activisme numérique en Égypte est arrivée immédiatement. Je voudrais terminer par une question un peu naïve. Facebook, c'est qui ? Facebook, c'est qui décide de développer peut-être plutôt ce qui se passe en Tunisie, etc. En d'autres termes, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, en Californie du Nord, qui est en train de dire « on a eu la Tunisie, maintenant on va attaquer là » ou... Ah non, je doute que Facebook ait eu l'intention d'attaquer ou quoi que ce soit. Nous, dès qu'on a eu des problèmes sur Facebook avec ce qu'on identifiait comme des islamistes, c'est-à-dire mai 2010, il y a un peu moins d'un an, on a prévenu Facebook et très rapidement ensuite, on a prévenu Google et on n'a jamais vraiment eu de feedback de la part de Facebook, mais ils ont entendu. Ils ont mis du temps, mais ils ont entendu. Et visiblement, ils ont fait quelque chose vu qu'on a mesuré des différences en termes d'affrontement et de la façon dont la police de Ben Ali. Donc ce que vous me dites, c'est qu'ils n'ont pas d'agenda, ils n'ont pas de programme politique. Leur seul programme, c'est la liberté de parole. Vous êtes convaincu aussi de ça? Oui, absolument. C'est un outil. Enfin, je veux dire, c'est un média pour le coup.